Bien, nous restons sur le Togo. On évoque toujours donc la présence de cette mission de la CEDEAO. Jean-Paul, on a l'impression qu'il y a une sorte de fixation sur Ibn Chambas, qu'il n'a pas bonne presse au Togo. Enfin, il n'a pas bonne presse auprès de la classe politique de l'opposition, surtout par rapport aux événements de 2005, etc. C'est l'analyse ou la lecture que ces hommes politiques de l'opposition font de ce qu'ont été les missions précédentes de ce fonctionnaire international. Mais pour véritablement le juger, il ne faut pas le faire simplement à l'aune de l'analyse des hommes politiques de l'opposition, mais aussi de ses propres supérieurs. Parce que quand il est en mission ici, ce n'est pas de son propre chef. Et après, il rend des rapports, etc. Et l'ultime décision, enfin, ne lui revient pas. C'est aux instances décisionnaires des Nations Unies, ou en tout cas des institutions dont il est l'émissaire. Donc si eux, ils continuent à lui faire confiance, y compris en l'envoyant encore dans notre pays, c'est que quelque part, ils estiment que c'est un fonctionnaire compétent de qualité qui fait bien son job. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec ces conclusions, ce rapport, mais on est sur le terrain politique, c'est un système partisan, donc nécessairement certains peuvent estimer que ça ne les arrange pas, ces conclusions-là, et donc tirer à boulet rouge sur lui. Mais si on continue à lui faire confiance, parce que n'oublions pas que c'est pas qu'au Togo qu'on l'envoie, hein. Oui. Il est sur beaucoup d'autres missions, donc c'est qu'on continue à lui faire confiance. Et de ce point de vue, c'est quelqu'un qui doit être droit dans ses bottes. De toute façon, firmer ceux qui estiment que Ibn Chambas ne mérite plus la confiance de l'opposition togolaise, n'ont pas boudé non plus le rendez-vous. Ils sont allés. Comment ils vont bouder le rendez-vous? Ils savent que quand ils boudent le rendez-vous, ça sera fini pour eux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a Fonya Singbe qui a dit une phrase là que j'aime rappeler tout le temps en 2005, quand il s'était agi de former un gouvernement d'union nationale. À l'époque, ça avait pris trop de temps de nommer Edem Kodjo Premier ministre. Et après, il fallait que l'opposition envoie ses membres pour conformer le gouvernement. Et ça traînait au niveau de l'opposition. Et Fonya Singbe avait dit, soit vous venez, on avance ensemble, soit vous ne venez pas, on avance sans vous. Je pense que l'opposition a compris la leçon depuis le boycott des législatives de 2018, et elle a compris que si elle ne vient pas, là, le monde va évoluer sans eux. Ils savent aujourd'hui, les leaders de l'opposition savent aujourd'hui qu'ils ont perdu toute crédibilité et que s'ils commettent encore des erreurs, le monde va évoluer sans eux. Ils vont aller aux élections, on va les battre proprement, il n'y aura rien. Donc ils savent. Mais ce qu'il faudra souligner, c'est que il faut que ceux-là qui nous suivent ou les populations sachent que ces organisations-là, quand elles viennent sur le terrain, ce n'est pas pour venir dire à X ou Y de quitter le pouvoir. Hein. Ce n'est pas possible. On ne leur demande pas ça. C'est ce que l'opposition avait demandé en 2018. La CEDEAO avait répliqué. Et aujourd'hui, c'est comme elle demande encore ça implicitement, comme pour venir dire en réalité, non, vous ne devez pas être candidat. En réalité, tout doit être repris, tout doit être refait. Ce n'est pas possible. Ces institutions-là s'assurent, on le répète, de la légalité des institutions de la République. L'autre chose que je voudrais ajouter, j'ai toujours dit, vous savez, quand on était encore plus jeune, beaucoup plus jeune, on disait que même si les choses sont tellement transparentes, l'opposition peut rempiler, peut gagner le système qui est en place. Mais avec l'évolution, on comprend finalement que il va être difficile à l'opposition de gagner, même si dans toutes les conditions, l'opposition peut faire tout. On peut tout reprendre à zéro. On peut demander parité au niveau de la CENI et tout ça. On peut même remettre pratiquement toute la CENI à l'opposition. Je pense qu'il va être difficile parce que tout d'abord, l'élection, ce n'est pas la CENI. La preuve, en 2015, le vice-président de la CENI, c'était qui? C'était un opposant, c'était le parti le plus populaire de l'époque, l'ANC, le vice-président de la CENI. Juste après la proclamation des résultats, jusqu'à présent, cette opposition-là qui avait occupé la vice-présidente de la CENI n'a pas été à même de prouver le contraire des résultats qui ont été proclamés officiellement par la CENI. Jusqu'à présent. Ça veut dire, on parle, bien sûr, on va sur les médias, on dit il y a fraude, tout ça, mais on n'arrive pas à prouver les fraudes, on n'arrive pas à avancer à la presse tous les éléments qui
qui prouve que les résultats ont été fraudés. C'est juste dit, c'est des éléments politiques qu'on avance, mais je pense que l'opposition togolaise, et je le dis et je l'assume toujours, qu'en réalité, l'opposition togolaise n'est pas encore prête pour ce pouvoir, pour aller au pouvoir. L'opposition togolaise ne veut pas la tenance au Togo, à voir toutes les erreurs qui se commettent. Avant, peut-être on disait que c'était des erreurs inconscientes, mais je pense que ce sont des erreurs bien conscientes. On sait bien parce qu'on se dit, on n'est pas prêt pour aller au pouvoir, et l'opposition fait tout pour ne pas aller au pouvoir. C'est tellement important que ceux qui nous suivent le sachent. On va continuer avec le second sujet. Nous allons parler maintenant de la plateforme que des opposants ont adressé, en tout cas veulent adresser au chef de l'État. Cette plateforme préconise entre autres le réaménagement de la CENI et de ses démembrements en vue d'une meilleure représentation du paysage politique national conformément à l'APG, la recomposition de la Cour constitutionnelle conformément aux recommandations de la CEDEAO, l'audit de l'ensemble du processus électoral et la certification des résultats avant leur publication par une structure compétente de l'ONU et la suppression du vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité. La plateforme demande également la modification du code électoral afin d'y intégrer la notion de biométrie intégrale pour la constitution des fichiers électoraux et l'identification formelle. Bon, c'est long. Francisco, si on doit faire tout ça, on vote en 2023. Hein. Non, demandez à Firmin qu'est-ce qui n'est pas bon. Non, qu'est-ce qui n'est pas bon sur cette plateforme, de l'opposition. Tout ce qui est là-bas est bon. Que je réponde. Attendez, tout ce qui est là-bas est bon. Seulement, il y a un manque de volonté. D'accord, de pouvoir faire. Sinon, on n'a pas à attendre. Non, on n'a pas à attendre. Quand on parle, par exemple, de réaménagement de la CENI, sur quelle base? Oui, bon. C'est-à-dire, on ne va pas réinventer la roue chaque fois qu'on fait une élection parce que les gens ne sont plus à la ça, on en a parlé. S'il y a une CENI technique, un fichier électoral et dynamique et autres, on n'a pas besoin de revenir sur les mêmes choses et faire des dépenses excessives. Ce que ça donne, tous ces trucs-là, révision de liste, location de machines, en fait, ce que l'opposition doit savoir, ou elle sait même, cette question de CENI, recomposition, c'est aussi tout un business. Hein, parce que ceux qui sont là-bas, ils ont déjà enterré leur bœuf pour pouvoir faire les élections en 2020. Et pouvoir... Non, attendez. Pourquoi vous pouvez accuser de toute façon, elles sont là pour un an, et si l'année n'est pas finie, mon cher ami, remplacer. Regardez, c'est le business le plus rentable. Encore, un des business le plus rentable, c'est les élections. De la CENI, de la location des kits électoraux jusqu'à la proclamation des résultats. Le budget qui est envoyé là-bas, c'est un budget énorme. On a fait, je crois, les élections législatives ont coûté, je crois, ça doit être autour de 30 milliards ou bien combien? Moi, je n'ai pas idée. Mais ouais, c'est là seulement où l'État qui finance sur fonds propres et qui n'arrive et qui ne dit jamais que je n'ai pas les moyens pour financer. C'est un art de souveraineté. Si, mais c'est une question de souveraineté. Mais pourquoi aller à des élections, organiser des élections aussi bâclées, alors que nous avons des besoins cruciaux. Hein? Nous avons des besoins cruciaux. L'argent qu'on gaspille pour les élections, ça arrange bien sûr certains. Donc ce que l'opposition est en train de dire, là, ça va, ceux qui sont assis, attendez, ceux qui sont assis à la CENI là-bas, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi ne pas avoir un fichier dynamique depuis, comment l'appelle-t-on, depuis les états civils? Bon, ça, c'est pas une question qui revient à la CENI, hein, c'est vous posez là une question plutôt nationale. C'est pourquoi on parle de CENI technique. La question de fichier, quand vous parlez de l'état civil, tout ça. Je dis que j'ai toujours dit que l'événementiel, c'est-à-dire le fait de transformer notre politique en événementiel. Regarde, nous avons fait en rien de temps, hein, on est en train de faire la 4e, n'est-ce pas, et la 3e élection. Oui, c'est ça la démocratie. C'est ce que moi je déplore, je dénonce souvent. Ça en genre d'un milliard. Mais le peuple, mais cela n'impacte pas le peuple. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que si on donne les moyens, même on dit que on fait tout clair, l'opposition n'aura rien. Pourquoi le pouvoir réchine à faire des choses dans les normes? C'est tout ce qu'on entend. Le bon sens qui leur donne un résultat qui ne sera pas aussi critiqué. Sur la question du réaménagement de la CENI que contient la plateforme,
Non, je crois que c'est... La plateforme elle-même souffre d'une principale faiblesse, c'est qu'elle arrive un peu tard. On est à 3-4 mois des élections et puis on fait une liste à la Prévert de revendications. Et puis le plus grave, c'est que ceux qui font ça savent très bien que cette plateforme-là n'ira pas loin, n'ira nulle part. Bon, je ne suis pas dans la tête de Faure Gnassingbé. Apparemment, cette plateforme lui est adressée. Bon, peut-être qu'il y répondra et se soumettra à ses exigences. Ça m'étonnerait, je ne mettrai pas ma main au feu pour ça. Mais quand on prend les revendications, il y a notamment celle de la CENI. Je le disais tout à l'heure, on avait demandé à l'opposition d'envoyer 8 représentants. Elle a refusé. Donc aujourd'hui, il y a les dispositions du code électoral sont claires. Elle répartit les sièges au niveau de la CENI. Donc sur quelle base et sur quels critères finalement on va changer cela et on va demander à ceux qui y siègent de partir. Et puis cette plateforme revendicative elle-même, est-ce qu'elle est portée par des gens qui sont représentatifs? Parce que quand on dit aujourd'hui, on a une opposition complètement éclatée, divisée. Je ne sais pas fondamentalement et ce que représente seul le CAR, par exemple. Et puis toutes les autres formations, y compris même le résidu de la C14. Qu'est-ce que tout ça représente? On l'a vu, si on se réfère un peu aux résultats des élections locales, je ne sais pas combien de municipalités la C14 a pu gagner, le CAR a pu gagner, etc. Donc, je ne vois pas au nom de quelle légitimité ces formations politiques se prévalent pour exiger, pour adresser cette plateforme revendicative, qui plus est à 3-4 mois des élections qui sont déjà encadrées par des dispositions du Code électoral de la Constitution. Vous savez qu'en Afrique, je ne connais pas un seul pays, en tout cas beaucoup de pays, où le cadre électoral, où les conditions d'organisation ne sont pas contestées avant l'élection et même après. J'en connais aucun. Même dans les pays qui sont cités comme des références en matière de démocratie, en matière d'organisation, le Ghana, le Sénégal, tout le temps c'est contesté. Donc si on veut satisfaire tout le monde, y compris des partis qui ne représentent rien, ou les formations qui sont réduites simplement à leur président et à son secrétaire général, on ne va jamais organiser des élections dans ce pays. Donc, pour moi, il faut avancer. S'il y a un minimum à faire, il faut le faire, mais on ne va pas systématiquement revenir sur ces considérations parce que certains se disent, et Francisco disait c'est du business, mais le business c'est pas simplement d'un côté, hein. Certains se disent que c'est une opportunité qui vient tous les 5 ans, donc il faut monter les enchères, ils créent des situations de crise superficielle, et puis s'ils peuvent tirer les marrons du feu, ils ne vont pas se gêner. Mais je rejoins Francisco sur la question de... Il y a trop d'élections. Je crois même qu'on avait publié un article là-dessus. Depuis 2015, on doit être à la quatrième élection qu'on va organiser. C'est beaucoup trop, surtout qu'on finance tout ça sur nos fonds propres. Nous, on avait proposé de faire en sorte de faire une confusion du calendrier républicain, de faire en sorte que on organise les élections le même jour, les élections générales, et législatives, présidentielles, même, ça peut être même couplé au local. Comme ça, on fait économie de, je ne sais pas combien, 30, 60 milliards, ce qui est beaucoup. 60 milliards, je ne sais pas combien d'écoles, de dispensaires, tout ça, et combien d'engrais ça peut être... ça peut acheter pour nos paysans. Donc, il faut réfléchir à faire en sorte que le calendrier républicain soit ramassé sur une année. On organise des élections générales et puis on passe à autre chose. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que quand on organise des élections, quelques mois avant, le pays tourne au ralenti. Oui. Et quelques mois après, parce que bon, il y a des craintes de violence, de tension et tout ça. Donc, les opérateurs, comme vous le diront, là, tout tourne au ralenti. Donc, ça va être le cas jusqu'en mars-avril. Un pays comme le nôtre ne peut pas se permettre ça à l'heure aussi du PND. Voilà, je vous permettez que je dise quelque chose. Il est resté silencieux, très bon. Jean-Paul,
J'avais même proposé ici sur ce plateau, au moment où on voulait faire même le référendum, les élections législatives locales et présidentielles, j'avais dit, on aurait fait une élection générale. En temps, on l'avait annoncé, après ça a disparu. Ouais. Ce qu'on venait de dire sur l'aspect économique, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, aucune banque ne peut plus accorder, là où nous sommes là, depuis octobre, aucune banque ne peut plus accorder un crédit dans l'ordre de 100 à 500 millions. Parce que déjà, il y a l'incertitude au niveau économique. Et là, nous allons en pâtir. Hein. Déjà, le port, la douane, les impôts, tout le monde, même le vendeur de Pia Wata et sur la nationale, va dans nos villes. On l'a senti un peu en 2015. Okay. Ça a été un peu difficile. Et j'ai dit, on ne peut pas, le 20 décembre, choisir d'organiser des élections. Le 20 décembre. Oui, non, le 20 décembre l'année dernière. 2018, c'était de tuer l'économie. Et la fin de l'année, on l'a passé en toute morosité. Maintenant, on s'apprête encore à vivre le même événement parce que les commerçants n'auront pas de crédit, les gens ne vont pas faire des commandes directes et beaucoup, ils seront obligés de passer par des intermédiaires, par exemple des pays voisins, ce qui ne fera pas beaucoup rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Oui, c'est là où je comment on veut financer le banque qui proposait un prêt pour la fête. Oui, donc prêt pour la fête. Il y a même les prêts. D'accord, il y a aussi un autre sujet qui tient à cœur à beaucoup d'acteurs, c'est la fameuse recomposition de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est déjà dans les recommandations de la CEDEAO, ça a été pris en compte au niveau des réformes de mai dernier dans la Constitution, mais ce n'est pas encore acté. Non, ce n'est pas encore acté, donc il reviendra aux dirigeants de gérer ce problème-là. Mais ça, le sujet là-bas, c'est comment on le fait? On ne peut pas dissoudre la Cour. Non, pour le moment, on ne peut pas dissoudre la Cour. Et moi, je pense qu'il va être très difficile pour le pouvoir de dissoudre la Cour. Parce que c'est le régime qui est au pouvoir à quelques mois des élections. Non, même pas, mais de façon constitutionnelle, c'est pas possible. Il faut qu'ils arrivent au terme de leur mandat. Il faut qu'ils arrivent au terme de leur mandat et que cette disposition-là prenne effet. Voilà, parce que c'est comme ils sont toujours dans leur mandat, donc s'ils dissolvent la Cour, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va les laisser arriver au terme de leur mandat et maintenant, cette nouvelle réforme-là va prendre effet. Mais je ne pense même pas que cela pose fondamentalement un problème, hein, parce que pour moi, ce ne sont pas les institutions qui font gagner les élections. Non, les institutions ne feront pas gagner les élections. On peut leur donner toutes les institutions, ils ne gagneront pas cette opposition-là. Regardez, cette opposition, c'est ce résidu de la C14 qui va gagner, ou c'est un certain Poda, ou c'est un certain docteur Ton. Votre ami Jean-Pierre Fabre. qui va gagner les élections face à Fonia Sim, face à ce régime. Non, c'est une blague. Non, cette opposition-là, elle n'est pas encore prête. On vendait cher la peau d'Adama Barrow non plus. Non, mais ici, là-bas, c'est la Gambie, celui-là qui était au pouvoir, il faisait 22 ans au pouvoir. Oui. Ici, c'est 50 ans. Hein. Ce n'est pas de la blague. C'est 50 ans. Blaise Compaoré tombé, c'est parce que c'était 28 ans. C'était pas 50 ans. 50 ans. Ici, c'est 50 ans. Plus de 50 ans. Donc, c'est pas de la blague. Donc, arrêtons de faire cette petite comparaison. Ici, c'est le Togo. Le régime là est assis. Donc, je continue. Je voulais faire une petite analyse à deux volets par rapport à cette plateforme revendicative. Tout d'abord, le premier volet, c'est la forme. Qui présente cette plateforme revendicative? La tête, c'est Monseigneur Kodjo. Et je vous ai toujours dit, moi je respecte l'onction, je répète toujours l'homme de Dieu. Mais puisque nous parlons politique, nous allons le critiquer. Regardez, Monseigneur Kodjo n'a pas un bon passé, surtout quand on parle de la conférence nationale. Donc sa fameuse phrase le nuit toujours. Okay. Nous sommes entrés ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baronnets. Donc c'est ça qui avait fondamentalement gâché la conférence nationale. Et les gens lui ont toujours gardé par rapport à cette phrase-là. Et donc pour beaucoup... Je pense qu'il avait cité un auteur dont le nom est Mirabeau. Il aimait beaucoup Mirambo. L'occasion Non, en réalité, il fallait être un homme de sagesse à l'époque. Il fallait réconcilier les gens, mais il ne fallait pas braquer. Donc, je pense que cette phrase avait beaucoup plus braqué qu'uni les acteurs politiques de l'époque. Donc, déjà, il n'a pas un passé reluisant. Et encore que c'est lui qui se présente encore aujourd'hui, qui essaie de réunir les acteurs de l'opposition. Je pense que ça va être difficile pour le pouvoir de l'accepter. Maintenant, revenons au fond. C'est
le deuxième volet. Quand vous parlez, vous voyez, on a parlé encore de l'accord politique global. Regardez, mais écoutez, ils sont nostalgiques en quelque sorte. Ils sont nostalgiques. Qu'est-ce qu'on va foutre encore? Excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce qu'on va foutre encore avec l'accord politique global dans cette histoire? Du moment où c'est vidéo, on parlait des réformes, on parlait des législatives avec plusieurs partis politiques, le multipartisme, ça c'est déjà réglé. Les réformes ont été déjà faites le 8 mai dernier. On va encore parler de l'accord politique global. Et puis on parle des recommandations de la CEDEAO, où on a encore parlé, on a réglé cette histoire du vote de la diaspora. Mais écoutez, maintenant on parle de la certification des résultats par les Nations Unies. Écoutez, nous ne sommes pas en 1958. Hein. À l'époque, c'était la colonisation. Et nous ne sommes pas en guerre non plus avec la Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a rien, pratiquement, pour qu'on fasse venir encore les Nations Unies pour venir certifier les résultats. Et puis, vous voyez, quand il fallait que les Nations Unies descendent en Côte d'Ivoire, c'était parce qu'on avait décidé que Gbagbo quitte le pouvoir. Si Gbagbo avait su le jeu qui se tramait derrière lui entre Ouattara et Sarkozy et toute la communauté internationale, je ne pense même pas qu'il pouvait ou qu'il puisse accepter que les élections s'organisent, parce que les sondages à l'époque lui montraient clairement que c'est lui qui allait gagner les élections. Donc, regardez par exemple. Donc, et puis Jean-Paul Agbois dit quelque chose d'intéressant. C'est quoi avec qui présente cette plateforme-là? Ces opposants qui présentent cette plateforme, non, personne ne les prendra au sérieux. Donc, je pense que le pouvoir les laisse faire aussi, parce que ça anime bien le jeu démocratique. Donc, on dit qu'il y a liberté d'expression, donc tout le monde peut se positionner candidat, et c'est intéressant. Mais il faut, vous avez parlé du côté juteux, moi je n'ai pas encore parlé de ça, vous me permettez de le dire rapidement, en deux secondes. Vous savez pourquoi beaucoup se positionnent? Ils savent qu'ils ne vont pas gagner face à Faure Gnassingbé ou face à un autre candidat du régime. Mais ça vous permet d'avoir une nouvelle issue, votre curriculum vitae. Ancien candidat à la présidentielle de 2020. Lorsqu'il y a crise, où il y a toutes les réunions internationales, on fait appel. Donc, lorsque les Nations Unies descendent, ou la CEDEAO descend, on fait appel, parce que vous êtes ancien candidat. Et puis, il y a aussi le financement public. Peut-être l'État va donner 72 millions, 50 millions, non? Quand vous versez 20 millions, et en retour, vous avez 50 millions, il y a 30 millions qui restent en poche. Donc, je pense que c'est un jeu tellement juteux. Alors, cette plateforme, en tout cas pour les acteurs qui la présentent aujourd'hui, c'est qu'elle participe de la crédibilité même du processus qui s'est ouvert. Non, je ne sais pas en quoi le processus n'est pas crédible, comme disent que telle disposition du code électoral de la Constitution a été violée ou n'a pas été respectée, peut-être, mais aujourd'hui, je ne vois pas. Il y a les dispositions sont là, le code électoral est là, les dispositions sont appliquées. Maintenant, c'est leur point de vue, c'est leur revendication. Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi on doit céder à ce que eux ils revendiquent. Je ne vois pas. Ils ont eu l'occasion, enfin certains d'entre eux ont eu l'occasion en 2018 d'avoir accès à un certain nombre de choses. Ils n'ont pas voulu. Aujourd'hui, ils sont en situation de faiblesse. La politique, c'est un jeu de rapport de force. Aujourd'hui, ils sont en position de faiblesse, surtout que je ne sais pas si l'ANC a adhéré à cette plateforme revendicative. L'ANC demeure l'un des premiers partis politiques majeurs de l'opposition. Il n'y figure pas. Ceux qui portent cette revendication, je ne sais pas ce qu'ils représentent. Mais, comme l'a dit Firmin, ça participe au débat public. Mais qu'on n'en fasse pas, comme on en a l'habitude, apprendre ou laisser une revendication qu'on doit nécessairement satisfaire, sinon ceci, sinon cela, tout en sachant très bien que toutes ces revendications n'aboutiront pas. Donc, prenons cette plateforme comme une contribution de ceux qui la portent au débat public, à la question d'une élection apaisée, transparente, mais elle ne peut pas avoir plus de valeur que celle-là. Francisco, ça dit, en tout cas, on fait de la politique. On fait de la politique, c'est quand même de bonnes choses que les gens ont proposées. Mais faut, quand on analyse à dire que c'est parce que c'est des gens insignifiants, je dis non. Chacun de nous, dans cette cité, à sa part, je peux prendre mon stylo, écrire au chef de l'État, la Cour constitutionnelle, aux institutions de la République, pour leur proposer des choses. C'est à cela qu'on nous appelle tous les jours, de donner notre contribution à l'édification de la nation. Donc, quel que soit celui qui propose, l'essentiel, c'est de voir le contenu et de voir est-ce que c'est de bonnes choses qui sont proposées. Et
de voir les possibilités de les mettre en œuvre. Et je reviens sur la notion de l'alternance. L'alternance, c'est un bien pour nous tous. L'alternance ne doit pas faire peur aux gens. Je l'ai souvent dit, même dans les grands royaumes, à l'époque, les Français, ils ont décapité leur roi. Les Anglais les ont préservés. Aujourd'hui, la richesse que constitue le royaume, la royauté anglaise, à l'Angleterre, c'est énorme en matière de tourisme. Donc, nous devons trouver des solutions pour aller vers ces valeurs qui font progresser. D'accord? Donc, quand nous prenons l'alternance, c'est que dans l'alternance, nous devons cultiver la notion de continuité de l'État. Même dans le système présentement qui gouverne notre pays, il n'y a pas la continuité. Dès qu'on dégage un directeur ou un ministre, il part avec tous les dossiers de son cabinet. Et celui qui arrive, il reconstitue le temps d'arriver à un an, chose, on le saute. Voilà, nous devons savoir que lorsque je prépare le terrain, ça doit être ambitieux et celui qui vient ne doit pas tout dégager, mais doit voir ce qui est bien dedans et puis progresser. C'est à ces conditions que nous pouvons construire un pays. Merci Francisco Napo Koura, Jean-Paul Agbo, merci beaucoup. Merci. Firmin Teko, merci à vous aussi. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au Togo et un peu partout dans le monde. Nous serons encore ensemble sur ce même plateau demain à la même heure.